Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. On nous a toujours appris depuis notre plus tendre enfance que la Révolution française était l'un des épisodes les plus glorieux de l'histoire de France. Un événement extraordinaire où le peuple s'est enfin débarrassé de ce roi tyrannique qui l'opprimait depuis si longtemps. Ce petit peuple de Paris, qui avait comme seule arme un cœur rempli de courage, a réussi à vaincre le puissant clergé et la puissante noblesse, ces deux Goliaths jusqu'alors inaccessibles. Ce fut la naissance de la République, qui nous rend aujourd'hui tous libres et égaux en droit. Mais cette version officielle de l'histoire est-elle la vérité? Ce conte merveilleux de la Révolution française ne cache-t-il pas quelques zones d'ombre? Alors je précise que pour faire cette vidéo, je me suis basé sur les recherches d'Henri Guillemin, un historien du XXe siècle, et de sa fille spirituelle, j'ai envie de dire, Marion Sigaud. Pour moi, ce sont deux grands historiens que j'admire beaucoup, car leur travail nous permet de connaître l'histoire de France, la vraie, pas celle fabriquée par la franc-maçonnerie. Je ne rentrerai pas dans les détails de la Révolution française, car je ne suis pas un historien. Je m'arrêterai sur ce qui me paraît être le plus important. Donc pour commencer, il faut savoir que cette Révolution française n'est pas la révolte d'un peuple opprimé par la monarchie et par l'Église. Rien que ça déjà c'est faux. Les vrais historiens, lorsqu'ils font un travail de recherche honnête et sans préjugés, s'aperçoivent que les crimes dont étaient accusés le roi et l'Église n'existaient pas. Tout ça a été inventé de toutes pièces par les révolutionnaires. L'histoire officielle veut nous faire croire que le peuple de Paris s'est soulevé d'un seul coup contre le roi, sans aucune aide extérieure, et en étant seulement motivé par leur rêve de liberté. Vous vous doutez bien que ça aussi c'est du flan. Cette histoire c'est du même niveau que Blanche-Neige et les Sept Nains pour moi. Pendant des années j'ai été naïf en croyant à ce conte officiel. Mais vous allez voir qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous le savez tous, à cette époque il y avait une hiérarchie des classes. On avait le roi qui se trouvait en haut de la pyramide, j'ai envie de dire, le clergé qui se trouvait juste en dessous, et ensuite vient la noblesse, et pour finir, tout en bas, on trouvait les gueux, le peuple quoi. Or, parmi le peuple se trouvaient des gens très riches, qu'on peut appeler des bourgeois, qui étaient principalement des banquiers et des riches commerçants. Ces bourgeois se sont tellement enrichis qu'ils avaient fini par former une classe qui était capable de menacer la noblesse et le clergé. Ces gens riches et très communautaires se sont rendus compte de leur puissance, et ils ont voulu obtenir plus de droits. Et j'ai même envie de dire qu'ils ont voulu prendre le pouvoir, tout simplement. Pourquoi obéir à un roi lorsque l'argent que vous possédez peut vous permettre de devenir vous-même ce roi? Vous comprenez maintenant que cette révolution n'a rien de populaire. Elle a été instrumentalisée par une classe d'oligarques, qui n'appartenait pas à la noblesse et qui ne supportait plus d'être méprisée et soumise à ce roi qu'elle ne respectait pas. Cette haute bourgeoisie avait aussi la haine du peuple, même si officiellement elle en faisait partie. Mais dans la réalité, elle n'avait rien à voir avec les paysans et les prolétaires parisiens, qui eux gagnaient leur vie honnêtement sans s'enrichir sur le dos des autres. Les philosophes des Lumières étaient en quelque sorte les idéologues ou les maîtres à penser, si vous préférez, de cette élite bourgeoise. Voltaire était l'un d'eux. Alors la République en a fait un héros, un intellectuel courageux qui s'est dressé contre le roi et contre l'Église pour défendre la liberté du peuple. Mais encore une fois, tout ça c'est des conneries. Ce Voltaire était en réalité un être exécrable, qui détestait les pauvres et qui nourrissait une haine terrible contre Dieu. Il disait d'ailleurs du peuple français qu'il était la chiasse du genre humain, ou encore que la nation française était une race de singes, dans laquelle il y a quelques hommes. Des citations comme ça, il y en a des dizaines. Ce type était vraiment une ordure. Il servait Satan en combattant l'Église et le peuple français. D'ailleurs, il avoue lui-même dans l'une de ses correspondances que son père est Satan, rien que ça. J'ai une autre citation de lui à vous partager et que l'on ne trouvera pas non plus dans les livres d'histoire officiels. Ce philosophe de pacotille a un jour écrit qu'un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, et nourri par lui et le gouverne. Cette phrase est extraordinaire, car elle résume bien cette pensée mondialiste moderne, où de riches puissants écrasent le peuple pour le rendre esclave. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où le peuple français perd peu à peu ses libertés
et devient totalement soumis à une élite de banquiers et de riches hommes d'affaires, représentés par Macron Rothschild. Et c'est intéressant parce que ce que nous vivons n'est que l'aboutissement de ce coup d'État bourgeois de 1789. La République n'est en fait qu'une dictature déguisée qui commence à nous montrer son vrai visage. Elle est née de ce coup d'État sanglant. Vous voyez comme cette élite oligarchique est vraiment patiente et très bien organisée. Leur plan qui consiste à nous rendre tous esclaves a débuté en 1789, lorsque cette élite humaniste et matérialiste a remplacé le règne harmonieux du roi et de l'Église. La société de l'Ancien Régime était basée sur les valeurs chrétiennes, du partage et de la charité. Tout le contraire de cette société républicaine que nous connaissons actuellement, où les plus puissants écrasent les plus humbles, et où les pires atrocités sont commises au nom de la liberté. Cette élite mondialiste cherche à cacher son existence au peuple, en falsifiant l'histoire de France. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une théorie du complot. Cette élite oligarchique, elle existe. Elle a renversé le roi à l'époque, et elle règne encore aujourd'hui en faisant croire au peuple français qu'il est libre. On pourrait comparer ça à un serpent qui étrangle lentement sa proie. Petit à petit, ces élites nous privent de nos libertés. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à persuader le peuple que c'est pour son bien. On le voit aujourd'hui notamment avec la loi antiterroriste. Bref, revenons en 1789. Il faut savoir qu'à cette époque, le peuple vivait une situation assez difficile. Le prix de la farine était trop élevé, et donc le pain était devenu trop cher. Le peuple n'arrivait plus à se nourrir correctement. Alors, est-ce que les riches commerçants ont fait exprès d'augmenter le prix de la farine pour inciter le peuple à se révolter? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la haute bourgeoisie a profité du malheur du peuple pour organiser cette révolution. Le 13 juillet 1789, la bourgeoisie va armer le peuple de Paris pour qu'il aille prendre la Bastille, ce grand symbole de l'autorité monarchique. Donc, vous voyez, la stratégie de cette élite oligarchique est toujours la même. Elle reste bien planquée pendant que les autres font le sale boulot à sa place. Ces élites ont toujours été des lâches, qui font leur coup en douce. Mais il faut admettre que c'est efficace. Les false flags, les manipulations mentales, les armées de mercenaires, les fausses révoltes populaires, toutes ces choses font partie de la panoplie de techniques dégueulasses employées par cette élite oligarchique. Mais une fois que le peuple a pris la Bastille, ces grands bourgeois ont commencé à flipper, car ce peuple armé devenait dangereux même pour eux. Il fallait à tout prix récupérer ces maudits fusils pour empêcher que le peuple, justement, fasse une vraie révolution et prenne réellement le pouvoir en renversant tous les puissants, y compris ces élites bourgeoises. Ils vont alors proposer aux gens de rendre les fusils en leur passant un peu d'argent en échange. Et le peuple parisien, qui crevait encore la dalle, a bien sûr accepté. Mais nos élites ne feront pas deux fois la même erreur. Au lieu d'armer le peuple, qui ne contrôle pas, ils vont plutôt choisir de créer une milice, qui leur obéira complètement. C'est la fameuse garde nationale. Alors, ils ont appelé ça garde nationale, mais le nom garde oligarchique aurait été plus juste. Cette milice privée permettra aux riches bourgeois d'imposer leurs conditions au roi. Car oui, en fait, ils n'ont pas fait décapiter le roi tout de suite. Ils ont d'abord négocié avec lui pour créer une monarchie parlementaire, où le peuple, entre guillemets, avait plus de pouvoir. En fait, le peuple, dans sa grande majorité, était encore attaché à son roi, et ces élites républicaines n'avaient pas encore assez d'éléments pour le faire condamner. Ils attendaient juste le bon moment. Bref, grâce à cette milice, les grands banquiers et autres commerçants ont pu aussi contrôler les révoltes paysannes dans les campagnes. Et le 14 juillet 1790, on célébra les 1 an de la prise de la Bastille. C'est la fameuse fête de la Fédération. Alors encore une fois, l'histoire officielle nous décrit ce moment historique comme une grande fête populaire où tout le peuple de Paris, les riches comme les pauvres, chantaient et se tenaient la main pour célébrer leur grande victoire sur la tyrannie du roi. La République maçonnique, si fière de ce grand moment, nous dit alors que ce fut la naissance du patriotisme français. C'est beau, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est encore un immense mensonge. Cette fête de la Fédération n'était en fait qu'une réunion de la haute bourgeoisie et de la garde nationale. Le peuple n'y était pas convié. Il y eut des défilés des gardes nationaux parisiens, ruraux et provinciaux. En gros, c'était une démonstration de force de ces élites bourgeoises pour impressionner les prolétaires parisiens.
Nous sommes la classe dirigeante, et vous, pauvres gueux, vous devez nous obéir. Les gardes nationaux empêchaient d'ailleurs les Parisiens d'entrer. On est très loin ici du grand rassemblement patriotique et populaire. Robespierre eut d'ailleurs une phrase célèbre pour parler de ces élites bourgeoises. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous voulez diviser la nation en deux classes, dont l'une sera armée que pour contenir l'autre. Ce genre de phrase, ça pique, hein. Et c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, bizarrement. Allez, on va s'enfoncer un peu plus dans les méandres de cette fameuse révolution. Nous sommes à présent le 17 juillet 1791, le jour où la haute bourgeoisie a tiré sur une partie du peuple. Cet épisode tragique intervient juste après l'arrestation du roi Louis XVI à Varennes. Vous connaissez tous cette histoire, je pense. Le roi avait fui avec sa femme Marie-Antoinette pour tenter de rejoindre le bastion royaliste de Montmédy, à partir duquel il espérait lancer une contre-révolution. Le club des Cordeliers, qui était, si vous voulez, l'extrême gauche de l'Assemblée constituante, organisa des pétitions pour exiger la déchéance du roi. En gros, il voulait mettre fin à la monarchie parlementaire, pour passer à la République, et la fuite du roi leur a donné une belle occasion de le faire. Cette extrême gauche de l'époque a donc demandé au peuple de se réunir sur le champ de Mars, afin de lui demander si on devait destituer le roi ou pas. Les constituants, qui eux ne voulaient pas mettre fin à la monarchie parlementaire, s'opposèrent à ce vote populaire. Ils envoyèrent le général Lafayette et sa garde nationale pour disperser la foule. Les Parisiens qui détestaient de plus en plus cette garde nationale ne voulurent pas obéir, et Lafayette donna l'ordre à ses soldats de leur tirer dessus. Il y eut alors plus de 1000 morts, et au final l'Assemblée décida de rétablir le roi dans ses fonctions. Alors bon, c'est difficile de vraiment connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai l'impression que tout ça a été organisé par les républicains pour faire passer les partisans du roi pour des ennemis du peuple et des tueurs sanguinaires. Mais je n'ai pas de preuves pour l'affirmer. Mais tout ça ressemble à une énorme machination. La fuite du roi, son arrestation et le massacre du peuple. J'ai l'impression que la haute bourgeoisie républicaine a organisé tous ces événements pour tenter de mettre fin à la monarchie parlementaire. En 1792, c'est le début de la guerre contre l'Autriche et la Prusse, qui menaçait soi-disant la révolution en France. Les Girondins, qui représentaient un groupe important à l'Assemblée, souhaitaient combattre les tyrans qui empêchaient les peuples d'Europe de goûter à la liberté. Ils voulaient faire une guerre préventive contre l'Autriche et la Prusse, qui selon eux étaient sur le point d'attaquer la France. En réalité, les Autrichiens et les Prussiens n'en avaient rien à faire de la France, car ils étaient concentrés sur la conquête de la Pologne. Les Girondins désiraient la guerre surtout pour des raisons financières. Ces oligarques avaient déjà dilapidé les biens volés au clergé durant la Révolution. Il leur fallait tout simplement plus d'argent. Or, il se trouve qu'ils avaient des voisins très riches, les Belges et les Rhénans. Cette guerre préventive pour défendre le peuple libre de France n'était qu'en fait qu'une excuse pour aller piller les pays voisins. Bonaparte reçut d'ailleurs l'ordre de commander cette armée de pilleurs. Narbonne, le nouveau ministre de la guerre, disait à ce propos « Il faut faire la guerre, le sort des créanciers de l'État en dépend ». Ça veut tout dire. Et le Girondin Brissot disait quant à lui « La guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure ». Le seul qui n'était pas d'accord avec toutes ces magouilles était Robespierre. Il s'est toujours opposé à ces mafieux. Il dénonçait aussi le fait que les Girondins voulaient partir en guerre pour ne pas avoir à régler les problèmes du peuple, qui mourait toujours de faim. Le peuple réclamait que les autorités fixent un prix maximum pour le pain. Mais les Girondins, dont certains s'enrichissaient sur le dos du peuple, ne voulaient pas entendre parler de ce maximum. Ils finirent par convaincre le roi de partir en guerre. Il faut dire que c'était aussi dans son intérêt, car si l'armée française perdait la guerre, la famille royale d'Autriche, dont faisait partie Marie-Antoinette, redonnerait alors les pleins pouvoirs au roi de France. Bon, cette guerre va très vite mal tourner. Évidemment, l'armée française mal préparée va connaître d'énormes défaites. L'Autriche n'avait pas encore fini sa conquête de la Pologne et rechignait encore à envahir la France, aux grandes dames du roi et de la reine qui n'attendaient que ça. Néanmoins, l'Autriche et la Prusse, par le manifeste de Brunswick, menacent les révolutionnaires que s'ils venaient à toucher au roi, ils détruiraient totalement Paris. Ils voulaient les intimider, mais en fait c'est tout l'inverse qui s'est produit. Le 10 août 1792,
Lors de la commune insurrectionnelle, dont Robespierre et Danton furent les grandes figures, le roi fut condamné à mort, ce qui marqua la fin de la monarchie et le début de la République. D'ailleurs, l'exécution du roi fut assez terrible, car il ne se laissa pas faire. En fait, il a voulu s'adresser au peuple une dernière fois, mais comme par hasard, des tambours ont retenti à ce moment-là, ce qui a couvert sa voix. C'est pour ça, je pense, qu'il s'est débattu jusqu'au bout. Et malheureusement, une fois sur l'échafaud, il était mal positionné, et la lame de la guillotine a tranché le milieu du crâne, on va dire, plutôt que son cou. Ces connards de républicains ne lui ont même pas permis d'avoir une mort digne, tellement ils avaient de la haine contre lui, ou plutôt contre ce qu'il représentait, c'est-à-dire cette monarchie basée sur la foi chrétienne. Contrairement à ce que la majorité des gens peuvent penser, il y a eu deux révolutions. La première de 1789 à 1791, c'est la réforme. Le roi est maintenu, mais le peuple, entre guillemets, obtient plus de droits avec la monarchie parlementaire. Et en 1792, c'est la vraie révolution. Le roi est renversé et la Convention nationale, qui s'est formée à ce moment-là, proclame la République. À partir de là, Robespierre va commencer à jouer un grand rôle. Il va d'abord s'attaquer à la répartition des terres et des richesses. Certains appelleront ça la terreur communiste de Robespierre. En réalité, il souhaitait juste mettre des limites aux propriétés, afin que les terres soient partagées au mieux et qu'il n'y ait pas juste quelques grands propriétaires qui posséderaient toutes les terres. Les Girondins, bien sûr, l'ont très mal pris, car ils n'acceptaient pas qu'on touche à leur immense patrimoine, et ils déclarèrent que la propriété était quelque chose de sacré. Ils envisagèrent ensuite d'assassiner Robespierre, qui devenait dangereux pour leurs intérêts. Robespierre, bien entendu, ne se laissa pas faire, et il s'arrangea pour que les Girondins soient exclus de la Convention, cette nouvelle assemblée qui s'est formée après la chute du roi. Pendant ce temps-là, la France était toujours gravement menacée par l'Autriche et la Prusse, qui venaient d'en finir avec la Pologne et qui avançaient maintenant sur Paris. Il y avait aussi, au même moment, de graves révoltes en Vendée, où les royalistes combattaient les républicains. L'histoire officielle dira plus tard que ces royalistes étaient en fait de dangereux extrémistes catholiques, qui prenaient plaisir à tuer les dangereux républicains gardiens de la liberté. Le comité de salut public fut donc créé au printemps 1793 pour faire face à tous ces dangers et Danton en prit très vite la direction. C'est l'un des hommes forts de cette révolution. Il aimait d'ailleurs beaucoup la révolution, car elle lui permettait de s'enrichir, notamment grâce à la vente des biens de l'église pillés par les révolutionnaires. Le chaos de la révolution a permis à certaines crapules de tirer leur épingle du jeu, et c'était le cas de ce Danton. L'histoire officielle nous dit que Danton a fait enrôler des jeunes prolétaires parisiens pour les envoyer se battre contre l'armée prussienne à Valmy. On nous présente cette bataille de Valmy comme la première grande victoire de l'armée républicaine, un moment glorieux de l'histoire de France, alors que c'est faux. En réalité, il n'y a même pas eu de bataille. Danton a tout simplement acheté le général ennemi pour qu'il se retire sans combattre. Tout de suite, ça fait moins glorieux. Danton disait souvent « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». Mon cul, oui. On devrait plutôt dire « de la magouille, encore de la magouille et toujours de la magouille ». Par la suite, Danton va demander la création d'un tribunal révolutionnaire pour supprimer tous ceux qui voudraient s'opposer justement à ces magouilles, même s'il ne l'a pas présenté comme ça, bien entendu. 3000 personnes environ furent condamnées à mort. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez dégueulasse à vous partager. Le peuple crevait tellement la dalle que certaines personnes se mirent à consommer les organes et le sang des condamnés. Donc voilà, bon appétit. Au final, Danton n'a fait que repousser les problèmes. En juillet 1793, la situation de la France est toujours aussi catastrophique. Les Prussiens et les Autrichiens menacent toujours Paris et les révoltes en Vendée prennent de l'ampleur. Danton sent que la révolution est en train de se casser la gueule. Du coup, il va fuir. Il va prétester vouloir prendre des congés car il vient de se marier. Robespierre, à ce moment-là, est très malade. Il avait la tuberculose et il savait qu'il n'avait plus longtemps à vivre. Il hésite un temps à se retirer de la vie politique, mais il va être en quelque sorte jaloux de la mort de Marat, un autre révolutionnaire célèbre qui a été assassiné. Du coup, Robespierre souhaite lui aussi mourir en martyr, plutôt que de mourir misérablement dans son lit. Car il savait bien qu'en remplaçant Danton à la direction du comité du salut public,
Il risquait d'être assassiné car il avait de nombreux ennemis. C'est comme s'il organisait son suicide. Et 365 jours plus tard, en effet, le 27 juillet 1794, Robespierre sera guillotiné. Mais avant d'être tué, il va bien faire chier son monde, comme on dit. Vu qu'il n'a plus rien à perdre, il va s'attaquer aux crapules qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Il va supprimer par exemple la spéculation sur les fournitures militaires. Voltaire, pour la petite histoire, avait fait fortune grâce à ça. Il vendait par exemple des souliers à l'armée, et grâce à un complice dans la tendance, il recevait 10 fois le prix de ses souliers. C'était donc un escroc de la pire espèce. Robespierre supprimait ce système de fournisseurs militaires. C'est désormais l'État qui passera directement à un marché avec les industries. Il n'y aura plus d'intermédiaires. Les notables et les amis de Danton, qui ont profité de ce système, vont être consternés par cette décision. Robespierre va aussi faire surveiller les généraux militaires, car il y avait de nombreux traîtres parmi eux, qui faisaient perdre exprès leur armée. Il va faire le ménage, et grâce à ça, l'armée française commence enfin à remporter des victoires sur ses ennemis. Il va aussi obtenir un prix maximum sur les denrées, et ainsi améliorer la vie du peuple. Même si c'était un révolutionnaire, on voit bien que cet homme s'est battu pour le peuple. Grâce à son courage et à sa soif de justice, il a pu littéralement sauver la France, qui était dans une situation catastrophique. Danton devint fou furieux devant l'aboutissement de tant de privilèges républicains. Il va essayer de le faire tomber en provoquant une troisième révolution. Il faut bien comprendre que ce gros lard s'enrichissait grâce au chaos, et il voulait une nouvelle anarchie. Robespierre lui remettait de l'ordre, tous les opposés. Danton va par exemple manipuler une petite partie du peuple parisien pour qu'il s'attaque aux églises. C'est ce qu'on appelle la déchristianisation. C'est à ce moment-là que des actes antichristes de la pire espèce furent commis. Tout a été fait pour supprimer le christianisme de la vie quotidienne des Français. Des prêtres vont être massacrés, on va forcer des croyants à renier le Christ, des croix, des statues et des images pieuses vont être détruites, les fêtes religieuses interdites, les églises bien sûr vont être fermées, on va démolir les clochers, des bibles vont être brûlées, on va interdire aux gens d'adorer le Christ en public comme en privé, les tombeaux des rois de France vont être profanés, etc., etc. Toute la haine de la République contre l'Église s'incarnait à ce moment précis dans la personne de Danton. Ce fut l'apogée de la persécution de l'Église qui a débuté dès le début de la Révolution. Danton savait que Robespierre était quelqu'un de tolérant, et que même s'il n'avait pas la foi, il ne voulait pas que les catholiques soient persécutés. Pour lui, chacun était libre de se rendre à la messe. Danton, grâce aux Parisiens manipulés, va obtenir autoritairement et contre la loi les fermetures de toutes les églises de Paris. Et Notre-Dame sera transformée en temple de la raison. On voit donc qu'une partie de ces républicains était complètement antichrist. Ils avaient la haine du Christ et de son message de paix et de justice. Ils avaient la volonté, déjà à l'époque, de remplacer le christianisme par l'humanisme. Danton, en s'en prenant à l'Église, tendait en fait un piège à Robespierre, car il était persuadé que Robespierre allait s'opposer à cette déchristianisation de la France. Danton voulait le faire passer pour une marionnette des ecclésiastiques, un ennemi du peuple en gros. Mais quand on regarde plus en détail qui sont ces gens du peuple qui ont exigé la fermeture des églises, on s'aperçoit qu'ils appartiennent tous à la riche bourgeoisie. Les prolétaires, c'est-à-dire la grande majorité du peuple parisien, lui, n'a rien demandé. Il ne suivra d'ailleurs jamais cette élite antichrist dans sa haine contre l'Église, ce qui va faire échouer le plan de Danton. Voilà donc qui était Danton, qu'on présente aujourd'hui comme un homme bien. C'était en fait un gros fumier de sataniste, il n'y a pas d'autre mot. Face à cet homme maléfique, qui mettait véritablement le peuple français en danger, Robespierre va prendre une décision difficile. Lui qui n'aime pas faire couler le sang, va aller contre ses principes, et choisir de le faire condamner à mort. Et Danton sera guillotiné en avril 1794. Après ça, Robespierre devint très malade. Il ne lui restait plus que quelques semaines à vivre. Et avant sa mort, il fit ce discours incroyable, que certains diront naïf, mais qui prouve à quel point il était un homme droit, qui pensait d'abord aux intérêts du peuple. Pas comme ces escrocs qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et qui ont comme ancêtre ce Danton. Robespierre dira dans ses principes du gouvernement républicain: nous voulons une patrie qui procure du travail à tous les citoyens, où les moyens de vivre
à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse, et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres. Nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées, l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances, substituer le mépris du vice au dédain du malheur, substituer les braves gens à la bonne compagnie. Mais nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Ces phrases sont tellement d'actualité, car tous ces points cités par Robespierre, c'est exactement ce que nos élites apatrides cherchent à nous enlever aujourd'hui. Alors je sais, certains vont me dire que Robespierre était franc-maçon, comme la plupart des révolutionnaires. Mais le fait qu'il soit franc-maçon ne fait pas forcément de lui un sataniste. Il y a plusieurs degrés dans la franc-maçonnerie, et seuls les plus hauts degrés travaillent véritablement pour Satan. Seule une toute petite élite a cette connaissance luciférienne. Il faut ajouter aussi qu'au moment de la Révolution, il y avait deux courants dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie athée et la franc-maçonnerie déiste, qui croyait en un être suprême, créateur de l'univers. Robespierre faisait partie de ce courant de croyants. Il avait ses convictions personnelles, et on voit bien par ses actions qu'il ne servait pas une élite, mais le peuple. Rappelez-vous des paroles du Christ, qui nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et je trouve personnellement que ce Robespierre est une personne qui a essayé de faire le bien autour de lui. Même s'il n'était pas parfait, et qu'il était franc-maçon et révolutionnaire. Il a fait ce qu'il a pu. D'ailleurs, l'élite franc-maçonne d'aujourd'hui, ceux qui écrivent justement l'histoire officielle, le font passer pour un tyran sanguinaire, et ce n'est pas un hasard. Robespierre disait encore que croire en l'être suprême, en Dieu donc, c'est défendre les faibles et secourir les opprimés. Son objectif était de réconcilier la République avec Dieu. Il invitait le peuple à vivre en paix et à croire en Dieu. Et c'est ce qui a signé son arrêt de mort. Car même si Danton était mort, d'autres ont gardé cet esprit antichrist qui a pour ennemi la justice, la paix, le partage, l'honneur et tous ceux qui croient en Dieu, quand eux ne croient qu'au pouvoir et à l'argent. Parmi ces nombreux ennemis, il y avait un certain Jean-Baptiste Carrier, et vous allez voir que cet homme, ou plutôt devrais-je dire ce démon, fut peut-être le plus grand criminel de la Révolution. Tout d'abord, il faut savoir qu'il avait l'habitude d'organiser des partouzes dans de grandes maisons bourgeoises. Bon, ça, à la limite, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Mais lorsqu'il fut envoyé à Nantes pour briser la révolte vendéenne, il inventa la noyade en masse pour éliminer rapidement et à moindre frais les nombreux condamnés. Il avait l'habitude d'organiser de véritables spectacles sataniques. Lors de ces soirées, il faisait venir ses invités sur un balcon qui surplombait la Loire. Là, on faisait passer des barques dont on avait percé le fond pour le boucher ensuite avec de la paille. Sur ces barques, des prêtres et des religieuses nues étaient enchaînés l'un à l'autre. Et lorsqu'ils passaient sous le balcon de cet arrêt, Carrier demandait à ce qu'on enlève la paille du fond de la barque. Ainsi, les prêtres et les bonnes sœurs mouraient noyés dans cette position indécente, pour le plus grand plaisir de ces psychopathes. Des milliers d'hommes, de vieillards, de femmes et d'enfants trouvèrent la mort dans ce que Carrier appelait la baignoire nationale. Heureusement, il y eut une justice divine, j'ai envie de dire, et ce monstre mourut sous la guillotine quelque temps après. Bien sûr, cette histoire est très gênante pour les historiens officiels qui vont cacher ces événements au plus grand nombre. Cette élite satanique va alors se débarrasser de Robespierre en montant le peuple contre lui. Un véritable complot va être organisé par le tribunal révolutionnaire, qui va faire croire au peuple que Robespierre a ordonné l'exécution de centaines de personnes, des hommes politiques comme des gens du peuple, parce qu'ils étaient athées. Bien sûr, c'est faux. Robespierre n'a jamais demandé une telle chose. Mais les centaines de têtes coupées vont être suffisantes pour le faire passer pour un tyran sanguinaire, qui veut se débarrasser de tous les athées. Lamartine dira qu'ils le couvrirent pendant 40 jours du sang qu'il versait pour le perdre. Le 21 juillet, Robespierre décide de se reposer à cause de sa maladie. Et ces enfoirés de satanistes vont profiter de son absence pour voter des lois qui vont considérablement baisser les salaires des gens du peuple. Et encore une fois, ils vont dire que c'est Robespierre qui a voulu ces lois, ce qui va augmenter la haine du peuple contre lui. Face à tant de persécutions, Robespierre, complètement résigné, dit alors « Lorsque la République tombe entre certaines mains, ce sont ces mains-là qui détruisent la République. On désespère les pauvres et on favorise les riches. J'en ai assez de vivre dans un monde
où l'équité n'existe pas, et où la justice est un mensonge. Ses ennemis s'arrangèrent pour le faire arrêter. Robespierre et tous ceux qui le soutenaient furent guillotinés le 28 juillet 1794. Il mourut alors en martyr comme il l'avait souhaité. L'oligarchie franc-maçonne venait de gagner sa guerre contre le peuple. Au final, cette révolution française aura fait plus de 2 millions de morts, et 80% des guillotinés furent des gens du peuple. Ils étaient en majorité ouvriers, paysans et marchands. Cette révolution ne fut en réalité qu'un grand génocide, où il fallait éliminer tous ceux qui étaient encore attachés à la tradition de nos ancêtres. Il fallait mater le peuple, le terrifier, afin qu'il accepte de renier Dieu et son roi. Nous subissons encore aujourd'hui les conséquences de cette révolution satanique, dont le but final est d'intégrer la France à un nouvel ordre mondial où l'homme devient son propre Dieu. Le cardinal Pierre Dei, qui a vécu au XVe siècle, avait l'habitude de prédire l'avenir grâce à ses études sur l'astronomie et la Bible. Il avait prédit pour 1789 que si le monde dure encore jusqu'à cette année-là, ce que Dieu seul sait, il y aura alors de grands, nombreux et étonnants changements dans le monde, principalement dans la loi et la religion. Peut-être que l'Antéchrist viendra à ce moment-là, avec sa loi et doctrine détestables, en tout contraire à la loi du Christ. En effet, même si l'homme ne peut connaître avec certitude le moment précis de sa venue, comme nous l'avons dit par ailleurs, l'astronomie peut permettre cependant, sans donner de date exacte, de conjecturer avec vraisemblance qu'il viendra vers cette époque. Alors certes, l'Antéchrist n'est pas venu en 1789, ou en tout cas pas dans son corps d'homme, mais on peut dire que son esprit s'est emparé de la France à ce moment-là. Le cardinal ne s'était pas trompé. Que Dieu vous bénisse.